Bonjour, ceci est un webinaire gratuit proposé par le groupe des Trois Principes Francophonie, qui est une sous-communauté de la communauté mondiale de Trois Principes, 3PGC. Le 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par Sydney Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, en suivant les liens vers les trois principes francophonie. Nous comptons sur vous pour enrichir les discussions pendant ce webinaire, mais aussi nous proposer d'autres sujets qui vous tiennent à cœur pour de futurs webinaires. Alors, aujourd'hui, nous allons diffuser, discuter à propos d'une vidéo de Sydney Bank qui fait partie des Hawaii Lectures, qui s'appelle La puissance de la pensée, que nous avons traduit de l'anglais vers le français et dont on a envie de diffuser et puis d'en discuter ce soir. Donc, je vais essayer de partager mon écran et de vous la montrer. Share screen. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Oui, Vous voyez mon Oui, écran? ça va. Donc, je vais lancer la vidéo qui dure 23 minutes. Dites-moi s'il y a quoi que ce soit comme problème, hein, levez la main. Mais j'espère que la technique sera bonne. I don't know what to say. Yesterday we talked a little bit about the three principles and what they really mean. And maybe we could cover that today again in a different way. Because these three principles are the most important thing in this world. There is nothing in this world more important. They hold the secret to all psychology, psychiatry, all human behavior. And the most important thing to remember is it's not what you think, it's the fact that you think. And thought holds the secret to all our happiness, all our sadness. And once you realize the power of thought, guaranteed your life will never be the same again. And someday, hopefully, throughout the world, the therapists will someday recognize this, the true nature of thought. Not how we use thought, but the true nature of thought. There lies the secret. It's a secret that can never be told because it's a deeper dimension of thought than we use today in therapy. You're going to go a deeper dimension before form. You know how yesterday I talked about before form and after form? Because before form is the spiritual. After form is the physical. And to find this such a secret, you have to ignore the form and go before it. Go to the spiritual part of life. And if you can find the secret of thought, and your patients hear it, they will realize that all their behavior
whether good or bad, derives from the way they think. We are thinking creatures in this world of form, trying to find our way home again, from whence we came. And this is where we all came from a spiritual nothingness. This is the great nothingness the sages spoke about. And if you can realize that, what this great nothingness really means, then you'll find your happiness. You'll find your mental health. It's a matter of evolution. What we were told in the medical field 1,000 years ago is of no value now. And at that time, it was a reality. What we have now in the psychological field is a reality. But there is always greater realities. And if you keep your eyes and ears open, you'll find that reality. And there's only one way, one place that you can find it, is in here. Not here. This is the intellect. This is after the form. Go before the form, step inside, deep in your soul, and there lies the answer. Because soul is pure consciousness. And when you come into this reality as a child, as a baby, newly born, you don't know anything. You're a virgin mind. You take this virgin mind, you come into this reality. The second you come into the physical reality, you get lost. Because you walk into a divine illusion. And you get lost in this divine illusion. And what keeps you here is something called your free will. And from this free will, the three principles, you see life as a form. And what you have to do, again, I tell you, you have to step inside before the form to the formless. And here lies the secret you're looking for. The sages, the wise people from the beginning of time have always told you, look inside for the answer. Another way they say the same thing is look within. There's two words meaning the same thing. Ignore the words. Totally ignore what I'm saying. Now, the first time I ever said that to an audience, they said, well, what's the sense of listening? But you listen to another dimension of thought. You step inside. When you find this, what you're looking for, when you find this inner wisdom, what happens is it's purity of thought. That's what wisdom is. You take this purity of thought, and you see a different world. That's why when a human being has a true insight, a true revelation, from then on, the world will never, never, never be the same again. Because once your consciousness rises, you will never go back to where you were before. Because you know better. Now, I know some of you people will say, you know, I've lost it. I was happy for 2 weeks and I've totally lost it. You haven't lost it. Again, you brought your own intellect into it and it's been temporarily lost. But if you can see the lostness is created from the wrong
usage of your mind, your consciousness, and your thought, you go back to where you started and you'll find that happiness again. So don't be afraid if you go down levels of understanding, levels of consciousness, or a mood change. Say the same thing. Different words. Ignore my words. You pick whichever word you want. And if you're listening to me and you say, well, maybe Sid should say this word, you say it to yourself. Because that's your right, whatever you think. Nobody can tell you how to think. Nobody can tell you how to behave. I can tell you how I behave and how I think, but then you have your free will. And you must see life the way you want. And the free will is one of the greatest gifts of all. And nobody can take it away from you. They can make you a prisoner. They can put you in jail. You could live in a country that you're not allowed to think out loud. But in reality, nobody can take it away from you. Because deep inside, you have your own ideas, your own concepts of what life is. And that's the way it should be. When a person gets lost, and they're sad, and they're lonely, and they see life in a negative way, and they come to you people for help. If you can explain to them the power of their own thoughts, this will take them out of it, and they'll find their happiness. And once they do this, they look back and they wonder why they ever thought that way. Because they found a new life. And I know there's a lot of people in here who have been in that position and have found a new life. A life they never even knew existed. Like I found a life that I never knew existed. And people will tell you, well, you've got to keep coming back to me for at least 10 years before you're okay. Don't believe that. If you believe that, you know what happens? You'll wait 10 years. And after the 10 years is finished, you'll think, well, I should be happy now. The 10 years is up. But that doesn't work that way. Because when you find truth, it's instant. It lies inside. And it only takes one original thought to bring this mental health out. So how long does it take to find mental health? 1 second. If you can find the original thought. What I found in a couple of seconds. And that's why I know that everybody on this earth, literally everybody, no matter who you are, what you are, the condition, mental health is only one thought away. Now, this is a new concept for the world. But it really isn't. Because from the beginning of time, the sages and the wise have told you the same thing. It's always been like this. There will always be like this, as long as there's a human being walking the face of the earth. Because it's through mind, consciousness, and thought that you see reality. This reality is born through your thoughts. If you didn't have a thought, this reality wouldn't exist. If you didn't have a consciousness, this reality wouldn't exist. If you didn't have a mind, this reality wouldn't exist. Because mind, consciousness, and thought are the three principles
that create whatever you see in this existence. It creates reality. And when you pass from this world to the next world, we call it death. You'll all have this proven to you. Because I can guarantee you this. When anybody passes from this world to the next world, they will find the secret to life. Guaranteed. I know when I had this experience, I know I went through the process of death. You know how it says in some writings, you've got to die to live? It's true. You ever hear of people having a near-death experience? They always say it's spiritual, and they're never the same again. Well, I was blessed. I know I was. And I went totally through the experience of death. This is why I can tell you there is nothing to worry about in death. Because you go home. You go home to where you belong. You go home to what you call God. And God is the energy of all things, whether in form or formless. This is where the great oneness takes place. Because the form and formless are one. Because they're all the same energy in a different disguise. Or another way to say, they're all the same energy, only in a different form. They're the same state of consciousness in a different form. Because that's what life is. It's a ball of consciousness. Nothing else but pure consciousness. It's God consciousness. And if you ever find out the true meaning of what I'm saying right now, you'll find out the true meaning of mind. Mind is everything in this world, again, whether in form or formless. I'm going to keep talking about form and formless. This is a great oneness. This is why there can only be one God. Because both are the same thing in a different disguise. A very important thing about thought. Here's the simple part. We all have thoughts come into your head. And thoughts come into your head so fast, you can't stop them. I don't care who it is. You could just have a thought, split second. You could have a dozen thoughts in a split second. The beauty is, when you find out, you don't have to react to a thought. A thought on its own is totally neutral. And if you don't put any power into that thought, it will do you no harm or anybody else any harm. It's only when you decide to put thought into it. Like a prisoner said to me in jail, said, I used to have thoughts come into my head. He says, I figured I had to go with that thought because it was my thought. And he never realized you could ignore it. Now, I bet you every one of you here have had negative thoughts 1,000 times that you never acted on. It doesn't do any harm. It's only when you put life into that thought. Now, you have a positive thought and you put life into it, that's what happens. Positivity happens. And you start to live in a positive life.
You take a thought, a negative thought, put life into it, you'll live a negative life. It's all thought. This chair would not be here if we didn't have a thought. I wouldn't be here without a thought. You wouldn't be here without a thought. Thought is a divine gift that we use to go through life. It guides us through life. And you want a good guide? You look for positive thoughts. I know one doctor said to me, you know, Sid, I spent 20 odd years learning my profession. And all I was taught was mental sickness. And I never had one day of tuition on mental health. And suddenly, he himself sees the power of thought. And he found his mental health, not in school, not in a university, but he found it inside. Lies within you. And if you can see that, and you can, it comes with a feeling. Look for a feeling. Never mind the talk. And if you can get that aloha feeling in you, that feeling of love, that feeling of understanding, and you give that aloha feeling away, you give it. You give it. You give them the very essence of life by giving them love and understanding. And when you do that, they feel good. And when you walk away, you feel good. And when you realize this, you can stand with pride and say, I know my profession well. I know how to help people. I know I can cure people who are suffering. And a lot of you people have said that all the years you practiced, you had no results until you realized the true meaning or the true nature of thought. And it's that simple. And people will say to me, Sid, it's too simple. You're insulting my intelligence by telling me this. Then I'll turn around to them and say, well, what did I just say to you? And they'll say, well, I really don't know. Look for simplicity. Because in simplicity lies the secret to all complexity. You know, when you go into school, there's a big, complex question comes up, very complex. It may be taking 2 years to try and figure it out. And once you figure it out, it's simple. Then you become a professor. Then you turn around to your student and say, I'm going to tell you something very simple. But to them, it's not simple. But because you found it, it's simple to you. It's simple after the fact, after you've learned it. But before you learn it, it's very complex. And that's what I'm saying to you now. The mind is simplicity. The secret lies with thought. And I know most of you have told me that in your entire life, you were never taught about thought. And maybe someday, the field will notice it and realize it as a fact. Then from then on, they will be taught about mind, consciousness, and thought. And this will create a new therapy, a new psychology, new psychiatry that the world has never known before.
Je vous ai pas laissé la jolie petite musique à la fin, jusqu'au bout. Très bien, je pense qu'on peut partager un petit peu ce qu'on pense. Je vais commencer et puis n'hésitez pas à réagir. Effectivement, la pensée, c'est un des éléments qui est souvent occulté dans la plupart d'explications de la psychologie. Bon, il y a du positive thinking, etc., mais on n'a jamais regardé l'origine de la pensée. Dans les trois principes, bon, ces trois principes, c'est cette énergie universelle qui prend forme grâce au principe de la pensée et dont on a l'expérience en projetant ça sur notre champ de conscience ou sur le champ de conscience, parce qu'il est universel. Un petit peu, en tant qu'analogie, on prend souvent le projecteur, disant que mind, c'est l'énergie, euh, de l'électricité. Le projecteur, c'est justement la pensée. Donc, cette pensée, c'est le principe de la pensée avec un grand P. Donc, c'est notre capacité à penser dans ce cas-là. Et, euh, et l'écran qui est l'écran de la conscience ou l'écran. Effectivement, sans écran de conscience, il n'y a plus de film, il n'y a plus rien. Sans électricité, il n'y a plus rien. Sans projecteur, il n'y a pas de film. Euh, les trois sont aussi importants les uns que les autres, mais souvent c'est la pensée dont on n'a pas conscience, en fait, du fait qu'on pense. Et ça a été mon cas personnel, je parlais de moi. Pendant 42 ans, j'ai pas eu conscience du tout du fait que je pensais. J'étais au niveau zéro de conscience où j'avais l'expérience de la vie telle qu'elle venait. Et des choses m'arrivaient, mes émotions montaient, j'avais aucune subtilité ou aucun insight sur d'où venait mon expérience. Quand j'étais en souffrance, j'étais en souffrance. Quand j'étais en joie, j'étais en joie. Mais ça arrivait. Ça arrivait, c'était ça la vie. Je réfléchissais même pas au fait de savoir comment ça marchait. Même si j'avais lu pas mal de choses sur la psychologie, je n'avais pas du tout compris comment le cerveau fonctionnait. Et j'ai eu une grosse souffrance amoureuse aux alentours de 42 ans. Et cette souffrance m'a poussé à essayer de comprendre comment mon cerveau marchait. Et, euh, et je suis je suis rentré un petit peu dans le domaine de la PNL. Et j'ai commencé à étudier ça. En fait, j'ai acheté un livre qui s'appelait Mindsline, qui montrait que en utilisant la linguistique, en posant des questions, on pouvait envoyer le cerveau des gens dans à peu près 36 directions différentes. Et je me suis dit, tiens, il y a une certaine flexibilité dans la manière dont on pense et dans le dialogue avec les autres. Euh, on peut arriver à penser différemment. Et plus j'ai étudié la PNL, je me suis rendu compte que l'expérience avait une certaine structure et que en changeant la manière dont on voyait les choses, dont on pensait les choses, on changeait en fait la structure de notre expérience et la manière dont on ressentait les choses. Euh, j'ai découvert longtemps après, j'ai fait beaucoup de PNL et j'ai découvert longtemps après les trois principes en passant par Michael Neil, qui était aussi dans la PNL à l'époque et qui passait trois principes. Et là, ça a été un gros coup de massue. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'expérience, euh, les trois principes, ça dilait plus avec la structure de l'expérience, avec la nature de l'expérience, d'où les choses viennent. Là, d'un seul coup, ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à voir mes pensées. À voir mes pensées, voir l'impact de mes pensées sur, sur ce que je ressentais. D'un seul coup, il y a eu de la flexibilité vis-à-vis de mes pensées. Et, euh, et je me suis rendu compte, j'ai commencé en fait à observer mes pensées.
Donc ça, je pense, une des premières étapes qu'on a tous eues en rentrant dans les trois principes, où, en fait, on a ce cercle qui se passe et qui se passe en temps réel, très rapidement. On a cette énergie qui nous permet de penser, on a cette pensée, et derrière, on a l'expérience de notre pensée. Et ça recommence. Et c'est un truc qui se passe sans arrêt, euh, et qui est ce cycle de la création de notre expérience dans le temps présent. Euh, Quand on arrive à s'extraire un petit peu de ce cercle qui est hyper rapide, on peut se placer en observateur de nos pensées. Et c'est là où ça commence, quand on commence à se voir penser et à voir en fait l'impact que nos pensées ont. Moi, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai commencé à... On a on dit 40 000 à 80 000 pensées par jour. Donc, on a des machines à penser, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Même la nuit, ça continue. On a ce système qui est en route. Je me suis mis un petit peu à les classifier, mes pensées. J'ai vu que d'abord qu'il y avait énormément de pensées d'ego que j'avais. Et sur 80 000 pensées, je crois que j'en avais bien 30 000 par jour au moins, qui sont des petites pensées à toute vitesse, mais qui sont des pensées qui ont de l'impact. Et on peut regarder si effectivement on ressent tout ce qu'on pense, il y a toute la chimie qui va avec. C'est-à-dire que si on a une pensée du style je suis qu'un gros naze, je suis complètement nul, etc., ou je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, qui sont des pensées d'ego, tout ça, ça a un impact direct dans notre neurologie et dans la chimie associée. Donc il y a ce phénomène, hein. Si on a 30 000 pensées par jour où je suis moche, effectivement, ça va avoir un impact sur notre neurologie et notre chimie. Donc j'ai commencé à classifier ça. Et dès qu'on commence à faire ça, en fait, on prend un petit peu de distance vis-à-vis de nos pensées. Elles arrivent plus, c'est plus notre réalité. Il y a déjà un premier niveau de, de dissociation vis-à-vis de ce qu'on pense. C'est plus c'est vrai, voilà, c'est une pensée que je classifie comme pensée d'ego négative. Il y a une pensée d'ego positive. Il y a le positive thinking, hein, qui est pas mal utilisé aux États-Unis. Derrière ça, en regardant de plus en plus et en étudiant de plus en plus les trois principes, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des pensées, il y avait beaucoup de pensées de jugement, et celle-là, c'est une belle classification. Euh, mais sur ces pensées d'ego, j'ai eu cette réalisation que les pensées d'ego n'étaient pas des pensées nécessaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les avoir. Donc, il n'y avait pas de jugement sur ces pensées en disant c'est une bonne ou une mauvaise pensée, mais je disais juste, ou je pensais juste en les classifiant, c'est pas une pensée nécessaire. J'ai pas besoin d'avoir ce type de pensée. Et derrière ça, ça m'a permis en fait de diminuer beaucoup, de plus en plus toutes les pensées qui étaient des pensées d'ego. Parce que je les observais, je disais oui, bon, ça, c'est pas utile, ça c'est pas utile, ça c'est pas utile. Alors, premièrement, ça laisse beaucoup plus de place. S'il y a 30 000 pensées par jour sur 60 000 qui disparaissent, ça laisse beaucoup plus de place pour la créativité ou pour utiliser son cerveau pour autre chose que de dire du mal de soi-même ou se juger. Et, euh, et donc, voilà un petit peu mon travail sur la pensée que j'ai fait. Bon, euh, derrière, en étudiant aussi des banques, on se rend compte de, qu'en fait, la pensée, c'est la manière dont on crée notre expérience à chaque moment. Donc, c'est un peu euh, comme une pâte à modeler dans laquelle on va former quelque chose dont on va avoir l'expérience derrière. Et donc, on commence à être à faire beaucoup plus attention à la réalité qu'on crée. Cette compréhension du fait qu'on crée notre réalité chaque moment, en fait, ça nous donne un pouvoir fantastique. On sait qu'à chaque fois, à chaque moment, on peut créer un film d'horreur comme avait un Walt Disney, mais c'est nous le créateur de notre expérience.
Donc, ça nous donne quand même énormément de pouvoir. Et quand euh, les personnes réalisent ça, d'un seul coup, ça leur permet d'arrêter de se taper sur le crâne quand ils se tapent sur le crâne. Parce que avant ça, ils comprennent pas. Et puis dès qu'ils ont compris, ils se disent, ah, c'est moi qui est en train de me faire mal avec la manière dont je crée mon expérience. Donc ça, c'est un pouvoir qui est phénoménal. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est comme ça qu'on passe notre temps. Euh, c'est de cette manière qu'on crée notre réalité à chaque moment. Il n'y a rien d'autre. Il y a ce pouvoir de la pensée, notre pâte à modeler, on crée ça et, on en a l'expérience. C'est comme ça que ça se passe. Alors, chaque matin, je sais que j'ai une page blanche devant moi. C'est mon champ de conscience, je vais créer quelque chose. Et donc, derrière, il y a ces raisonnements qu'on peut avoir en disant qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui comme expérience. À partir du moment où on est, euh, je ne vais pas dire le pilote, parce qu'on n'est pas que le pilote, le copilote de notre expérience. Effectivement, il y a beaucoup de pensées qui arrivent avant même qu'on choisisse de les avoir. Il y a même, scientifiquement, il a été même prouvé que quand on fait des choix, en fait, ils sont décidés avant. Et qu'on a fait cette décision avant même d'avoir la pensée, qu'est-ce que je vais choisir. Euh, N'empêche que, on a un gros impact sur l'expérience qu'on crée en tant que copilote. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que à quoi j'ai pensé un petit peu. Euh, Cinébanque aussi parle de la mort de l'ego. Je pense que c'est quelque chose, la mort de l'ego. La partie, la pensée. Il a parlé de la mort, et en particulier, je ne sais pas s'il a parlé de la mort de l'ego ou c'est moi qui parle de la mort de l'ego. Je l'ai peut-être compris comme ça. Euh, En tout cas, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Il y a un petit peu de ça dans mon parcours personnel en prenant toute cette partie de pensée d'ego et en essayant de les réduire au maximum, en observant mes pensées et en les laissant partir comme des nuages dans le ciel, sans y attacher du poids. Voilà, j'ai lancé un petit peu le débat. Est-ce que vous voulez rebondir? Est-ce qu'il y a... Oui, Hervé, c'est c'est très chouette. Et la mort de l'ego nous permet d'avoir un regain d'énergie, justement, vitale. Cette énergie vitale dont on parle, euh, elle est simplement couverte par euh, des pensées qui, qui arrivent dans notre champ de conscience, d'expérience. Et j'aimais bien ce que tu dis, on n'est pas obligé d'être... enfin, on a le choix. On peut choisir d'engager sur une pensée ou pas. Mais ce que j'aimais bien dans la vidéo, c'est pas la pensée, mais c'est de savoir qu'il y a le fait de penser. Et, euh, et simplement de pouvoir mettre de l'espace entre les deux. Oui, je peux penser et je peux voir ces pensées venir dans mon champ d'expérience. Euh, mais c'est justement cette légèreté, le fait d'avoir un espace entre les deux donne une certaine légèreté. On n'est pas, on prend pas les choses personnellement, on juge moins, on essaie d'intégrer les choses on se sent connecté à la vie. On se sent et ça donne vraiment un regain d'énergie, ce qu'on appelle universal mind. Et, euh, et de comprendre ce mécanisme, ce fonctionnement, et d'être dans cet espace, vraiment redonne, tu disais tout à l'heure,
plein pouvoir, on est plus léger, il y a plus de flexibilité. Tu parlais de flexibilité. La qualité de raisonnement est bien plus grande et bien plus inclusive. Il est plus facile de planifier. Il y a voilà, toute cette fluidité, ce contrôle de soi, de l'attention, tout revient. Tout revient et il y a une certaine fluidité dans la vie et légèreté et en même temps et joie et plein d'amour parce que voilà, c'est magique de voir comment voilà, toute cette richesse, toute cette diversité, toutes ces couleurs, toutes ces nuances et de pouvoir voilà, simplement s'interroger, les vivre avec voilà, les prendre pour ce qu'elles sont. Voilà, des, euh, des pensées qui nous permettent de créer le canevas qu'on veut créer. Donc, ouais. Alors là, c'est toujours au niveau de la forme. Ça veut dire que mon chemin, c'était un chemin au départ, un chemin de forme. C'est-à-dire qu'on joue avec des pensées qui sont déjà créées. Ce que Sydney Bank nous dit dans cette vidéo, c'est, il dit, oui, voilà comment ça marche. Mm. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de pointer Au-delà. Ouais. avant. Ouais. C'est-à-dire ceux qui forment. La pensée, c'est notre capacité à penser. On la voit pas. Mind, euh, c'est l'énergie. On la voit pas comme l'électricité, on la voit pas. Tout ça, c'est avant la forme. On peut la décrire que par des mots. Moi, je parlais beaucoup de, des résultats. Ça veut dire après que ça ait pris forme, on peut commencer à regarder ce qu'on fait avec. Et c'est plus au niveau psychologique. Euh, Cinebank nous repointe sans arrêt en disant, regardez avant, regardez ce qui crée la pensée, c'est notre capacité à penser. L'énergie qu'il y a avant, le champ de conscience, on ne le voit pas. On voit uniquement la projection de nos pensées sur ce champ de conscience. Hein. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas décrire. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu pauvre. Euh, Pardon, Fatou, j'avais pas vu ta jolie petite main. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je viens juste de la lever. C'était juste pour rebondir sur ce que tu dis là, et tu l'as aussi évoqué au tout début quand tu as expliqué ton parcours, comment tu étais rentré dans les trois principes. Et j'en parlais avec Liv cette semaine encore. Juste avant de rentrer dans les trois principes, pour moi, ça a été de voir que pendant 5 6 ans, ça fait bientôt 10 ans que je suis psychologue, mais pendant 5 6 ans, en fait, je travaillais avec mes patients et je les voyais se sentir mieux. Et c'était pas suffisant pour moi, en fait. Du coup, après, il y a eu la pandémie et ça m'a laissé le temps de faire mes recherches et de tomber sur Michael Neal. Et c'est que récemment que j'ai compris le lien entre la psychologie et les trois principes. C'est vraiment pas du tout sur la même ligne du temps, en fait, finalement. La psychologie, elle est beaucoup plus loin. Elle est sur les signes et les symptômes, ce qui fait que, bien évidemment, on va voir des gens avec qui ça va fonctionner, oui. On va avoir le côté, mais c'est une petite minorité, on va avoir le côté éphémère du changement, où les gens vont changer leur habitude, mais fou, ça va revenir. Donc, ils vont revenir en consultation, et c'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui restent des années et des années et des années en consultation. Et bah, on a des gens avec qui ça marche pas du tout. Si. Donc, du coup, c'est de vraiment comprendre que c'est beaucoup plus efficace de revenir sur bah, qu'est-ce qui va créer tout ça, au lieu d'agir directement sur les symptômes. Et de comprendre ça, du coup, c'est beaucoup plus logique d'avoir une approche, entre guillemets, basée sur les trois principes, plutôt que de travailler sur le symptôme de la dépression. Donc, je trouve ça hyper intéressant, et c'est ce que j'ai entendu aussi dans cette vidéo, que c'est pas... Ouais, la psychologie, on travaille pas sur la même ligne, enfin, on est sur la même ligne du temps, mais on est beaucoup plus en aval qu'avec les trois principes, et je le vois.
dans mon parcours, j'en ai déjà parlé, mais euh, avoir cette connaissance des trois principes, pour moi, ça a changé ma vision en termes de basketteuse professionnelle. À chaque fois que j'étais sur le terrain, j'étais dans mes pensées. Et je finissais mon match en me disant, j'ai pas dû penser à la bonne chose pour pouvoir me retrouver dans la contre-performance. Alors que quand on comprend comment les trois principes fonctionnent, on comprend que c'est pas le problème d'avoir des pensées positives, c'est pas le problème d'avoir des pensées négatives, c'est le problème de savoir que ben, il n'y a pas d'intérêt à poser son regard sur ces pensées-là. Qu'elles soient là, qu'elles soient pas là, elles font leur vie et elles sont indépendantes de mes performances et de mon niveau parce que euh, alors je sais plus, je crois que je sais plus c'est combien d'heures qu'il faut pour être expert. J'ai perdu le chiffre. Je crois que c'est 10 000 heures de pratique pour être expert. J'ai commencé le basket, j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans. Donc oui, ces 10 000 heures, je les ai. Donc je suis censée être performante, mais c'est pas le cas. Donc très clairement, c'est qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas. Et à partir du moment, oui, où j'ai eu cette approche, j'ai compris ce que c'était que les trois principes, ce que ça sous-entendait, bah, ma relation à la performance, elle a complètement changé. Elle a complètement changé. Et quand je parle de performance, je parle de performance au sens large. Donc, c'est ce que j'apprécie. La psychologie va travailler sur la forme, alors que les trois principes va travailler sur l'essence. On revient aussi sur le passage où il explique que on revient à notre essence, mais on revient aussi à notre origine. J'adore les enfants. Et quand je les regarde, ils sont pas en train de travailler avec la forme, ils sont en train de travailler avec l'essence. Si on prend l'exemple de, on a tous joué sans jeu et c'était ultra divertissant. On voit les enfants quand on leur dit, bon bah là, pas de jeu, pas de télé, rien du tout, je m'ennuie. Mais l'ennui des enfants, il dure 30 secondes. La seconde d'après, ils sont dans un monde imaginaire en train de créer, en train de s'amuser. Et après, on les ramène à ce qu'on appelle la réalité, en fait. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant de comprendre ça et ça a tout changé. Et après, c'est des niveaux de conscience qu'on a, c'est des insights qu'on a. Euh, mais dès qu'on comprend la base, en fait, comme tu l'as dit, Hervé, c'est pas une question de pensée positive, pensée négative. Ça va beaucoup trop vite pour qu'on puisse le contrôler. Et on sait que les pensées sont neutres à la base. Et nous, on va poser une connotation positive ou négative dessus. Et on est déjà dans le processus de pensée quand on est en train de dire, ah, tiens, ça c'est positif, ça c'est négatif. Mais à la base, les pensées, elles sont neutres. Et on en a, comme tu as dit, entre 40 000 et 80 000 qui sont neutres. Mais vu que chaque pensée va arriver avec l'émotion, le temps, le timing est très court, l'émotion, elle est là pour donner la connotation, bah, du coup, oui, on va se dire, ah, ça c'est positif, ça c'est négatif, il faut que je fasse le tri, il faut que je fasse ceci, cela. Mais comme tu l'as dit, se décharger de ça, c'est un poids en moins et c'est une aisance dans la vie où on s'autorise à, parce que l'étape d'après, c'est quand on comprend les trois principes, c'est de se dire, ah non, il faut pas que je tombe dans la colère, il faut pas que je tombe là. Non, en fait, c'est juste que plus on va avoir des niveaux de conscience et moins de temps, enfin, moins les pics vont être comme ça, ça va être poup, et on va même pas s'en rendre compte. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on discute avec des gens qui sont dans les trois principes depuis très longtemps, on a l'impression qu'ils sont pas perturbés, qu'ils ont pas de crise d'anxiété, qu'ils sont pas déprimés, qu'ils sont pas en colère. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est ils ne me mettent pas la même importance sur tout ça et du coup, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc voilà, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais voilà ce que moi j'ai entendu dans cette vidéo et de ce que j'ai entendu dans ce que vous disiez tous les deux juste avant. Isabelle? C'est vraiment chouette tous ces partages. Attendez, je relève la main, sinon moi ça me perturbe. Je sais pas si je peux m'enlever ma petite main. Voilà. Euh, ouais, c'est un thème absolument incroyable, ce thème de la pensée. Et ça me ramène au moment où j'ai fait mon déclic aussi, comme chacun d'entre nous. Et comme tu l'as dit, Hervé, puis comme vous l'avez aussi tous précisé,
avant de tomber dans la marmite des 3P, on a tendance à regarder la coloration, voir la structure des pensées. Est-ce que c'est une pensée gaie, traumatisante, énervée? Comment les mettre ensemble? Comment les ranger? Les mettre par paquet? Et moi, ce qui m'a complètement fascinée chez Sid Banks, du moins de la façon dont je l'ai reçu, c'est que j'ai ressenti les pensées comme des objets, des ovnis, je ne sais pas, qui traversent notre cerveau. Et comme vous l'avez dit, c'est tout neutre, il n'y a pas des pensées positives, négatives, avant qu'on leur colle une étiquette avec un petit plus ou un petit moins. Mais ce qui fait le grand impact sur mes humeurs, c'est le poids de mes pensées. Et je crois que c'est Michael Niels qui a dit ou qui a tenté de mesurer à partir de combien, quelle quantité de pensées qui passent par minute. On est fatigué, stressé, dépressif. Et c'est comme toutes les choses. Si j'ai un objet sur mon bureau qui est lourd, il a le poids qu'il a. Mais je vais en sentir le poids quand je vais le prendre en main. Et pour mes pensées, c'est la même chose. Si elles passent, elles passent. Ça n'a aucun impact. Mais à partir du moment où je les prends en main, pour les regarder dans les yeux, pouvoir faire quelque chose avec, pour les mettre ensemble, les faire discuter ensemble et tout, au bout d'un moment, bah, ça va me peser. Pas parce qu'elles sont lourdes, mais parce que je les ai en main. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyablement beau dans les 3 principes, c'est que non seulement ça nous donne la description du mécanisme, mais en même temps, ça nous montre la beauté de la mécanique, à savoir que quand on a ce sentiment de poids, cette sensation de lourdeur, on se dit, ben, c'est comme quand on porte quelque chose ou qu'on a un sac sur l'épaule qui pèse, le poids, la crispation dans l'épaule nous dit, ben, dépose le sac. Ça fait partie de la beauté du design pour nous éviter justement d'avoir une crispation ou une tendinite ou quelque chose. Donc, c'est une invitation aussi à pas dénaturer le mécanisme, parce qu'avec la pensée positive, on nous disait, bon, ben voilà, si tu as des pensées tristes, essaie un peu de les transformer. C'est plus sympa d'avoir des pensées roses que des pensées grises. C'est vrai. Mais une pensée rose a le même poids qu'une pensée grise. Elle est juste rose au lieu d'être grise. Et ce qui est le plus léger, le plus joyeux, le plus spacieux, ben, c'est encore quand il n'y a pas de pensée du tout. Et ça, pour moi, c'est comme si ça remettait toute la mécanique dans la façon dont elle marche. Il n'y a plus rien qui se fait en force. Si je suis triste ou en colère ou quoi que ce soit, je ne vais pas essayer de réfléchir, mais pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis en colère? Je ne devrais pas, mais peut-être que si je fais ça, ça ira mieux. Je sais juste que j'ai rattrapé trop de pensées, que je les ai sur les bras et que ça me pèse un peu. Et que si je prends conscience de ça et que je les laisse, ben avant que j'ai réalisé, tout est parti. J'ai plus rien qui me pèse. Et ça, je l'ai vu par analogie avec le physique. Quand on a une crispation physique ou une douleur, ou quand on se blesse parce qu'on se tape sur le doigt avec un marteau, ben la douleur nous dit ne recommence pas, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc la douleur physique nous protège, elle nous évite de nous blesser. Et tout d'un coup, la douleur mentale, la souffrance n'est plus un problème, quelque chose qui ne devrait pas être le signe que on a un traumatisme ou une cassure ou quelque chose à réparer. C'est juste la mécanique qui nous dit, ben, tu es en train de te blesser. Si tu continues comme ça ne va pas s'arranger.
Tu es en train de porter tes pensées, c'est lourd. Si tu continues à les porter, ça va pas s'alléger. Et de voir que c'est aussi simple que ça et qu'effectivement, ça peut être perçu comme une insulte à l'intelligence. Parce que tout d'un coup, j'ai travaillé avec une psychologue qui m'a dit, bon, on voit que tu comprends rien à la psychologie, je vais t'expliquer, il y a plein d'émotions. Enfin, c'est un peu simple. Tu me dis, il y a les bons sentiments, les mauvais sentiments. Mais c'est pas si simple que ça. Et ça peut être difficile pour quelqu'un qui est en fin de carrière, qui a une compétence et un registre impressionnant. Et moi, je reviens avec ma forme, le petit poids, les deux sentiments, le bon sentiment, le sentiment pesant. La première réaction, c'est non. Si c'était si simple, je l'aurais su. Mais je pense que c'est ça la beauté des trois principes. C'est une invitation à mettre tout ça à l'épreuve des faits et de voir est-ce que ça marche comme ça ou pas. Et je crois qu'on a tous testé parce qu'on a tous eu nos moments de doute, de scepticisme. Et je crois que si on est encore là, bah, c'est bien la preuve qu'on n'a pas trouvé la faille. C'est ça que j'avais envie de partager tout ce que cette vidéo et ce que vous avez dit m'a inspiré. Oui, je voulais rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais. Cette, euh, cette classification des pensées de ta psychologue, tout ça, c'est du construit. C'est déjà dans la forme. Et suivant les trois principes, la pâte à modeler, on structure la pensée comme je l'ai structurée au départ, en disant ça c'est bon, ça c'est mauvais, etc. La classification, même comme la classification des émotions. En fait, c'est les émotions, c'est moi je le vois comme les effets spéciaux dans un film. Ça veut dire que quand tu as une pensée, que tu as une émotion associée, ça rend la réalité que tu es en train de créer beaucoup plus réelle. Boum, les effets spéciaux. Là, c'est dans la tristesse ou dans l'horreur, flamme, il y a les effets spéciaux. Ouh, tu as une grosse émotion, c'est beaucoup plus vrai. T'as la funnel vision par rapport à ce qui est en train de se passer. Euh, donc, je vois ça comme ça. Mais euh, on, Sydney Bank, dans sa vidéo, parle de health realization. Donc, souvent, on parle des problèmes. Là, tu parles du poids des pensées. Et le poids des pensées, en fait, une pensée, non seulement c'est complètement neutre, mais c'est exactement la même structure. C'est-à-dire n'importe quelle pensée. La pensée, tiens, j'ai envie de boire, elle a exactement la même structure que j'ai une maladie incurable. Mais nous, quand on met du poids, en fait, on définit que c'est un problème avec un grand P, et donc on va mettre beaucoup d'énergie mentale sur cette pensée pour essayer de la résoudre, pour essayer de faire quelque chose. On va utiliser notre cerveau, et pas notre mind, notre cerveau, pour essayer de trouver des solutions, penser, 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 pour essayer de trouver une solution à ce problème. Bon, déjà, on a mis que c'était un problème. On l'a mis avec un grand P. Euh, Sydney Bank, il parle de health realization. D'ailleurs, ça s'appelait health realization avant ça s'appelait les trois principes. Donc, il met le bien-être au cœur. Et le bien-être dans les trois principes, il le définit souvent comme une tête vide. C'est-à-dire quand on laisse toute la partie d'intellectuel, qu'est-ce qui reste? On continue à penser. Il dit c'est là où la sagesse s'exprime. Ça veut dire que le mind, l'énergie, va continuer à nous envoyer des informations, et ces informations, c'est notre sagesse naturelle, à commencer à penser sans le bruit de toutes nos pensées, d'ego, etc., sans toute cette partie du computer qui travaille sans arrêt. Et là, il y a une sorte de sagesse innée qui s'exprime. On continue à former, on forme des choses qui viennent directement de l'esprit, avec un grand E.
Et, euh, et ça n'a pas le même goût, ce type de pensée. Il dit, et ça, c'est le chemin vers le bonheur, de pouvoir avoir cette tête vide et de s'exprimer dans le moment présent, guidé par notre sagesse naturelle. C'est un chemin différent. Donc, c'est quand même une manière de voir les choses complètement différente. Plutôt que se focaliser sur les problèmes, sur la psychologie habituelle, d'aller dans le détail de ce qui est déjà formé, ou au contraire, de se vider la tête, laisser s'exprimer notre sagesse naturelle. Pour moi, personnellement, il y a aussi notre position de départ. Ça veut dire que quand on part, si on, si on commence à toucher cet endroit en nous-mêmes, qui est la source de notre conscience, etc., et qu'on se centre là-dessus, qu'on est bien ancré là-dessus, et qu'on utilise ça comme point de départ, ce qui s'exprime très souvent, c'est de l'amour. Donc, bien entendu, quand on forme des pensées à partir de ça et de cette sagesse naturelle, très souvent, on va avoir des pensées qui sont des pensées qui, euh, qui sont très différentes des pensées d'ego ou des pensées liées à quelque chose à résoudre. Donc, on ressent ça, bien entendu, dans notre corps. Quand ça arrive sur notre champ de conscience, c'est souvent très agréable, c'est des pensées de gratitude, d'amour, de respect, d'intérêt, de curiosité. Tout ça, ça donne une expérience de vie qui est totalement différente que quand on est égocentré, qu'on on regarde les problèmes qui nous arrivent. Donc, euh, lui, il pensait qu'il n'y avait pas de maladie mentale, hein, qu'à partir du moment où on avait cette compréhension des trois principes, il y avait beaucoup de choses qui disparaissaient. Et plus on approfondit cette compréhension des trois principes, et on atteint un niveau de santé mentale qui est beaucoup plus solide. Effectivement, dans les aléas de la vie, on rebondit beaucoup plus vite. C'est ce que vous disiez. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait parler. Nicolas. Aller, moi, quand j'ai entendu Sid dire aller avant la forme, là, je me suis dit, ben, oui, mais c'est bien beau, mais comment il devrait expliquer, donner une manière concrète de comment, c'est-tu par une pratique méditative, c'est-tu en investiguant, une contemplation, tout ça. Puis là, plus loin, il disait, tu sais, je peux pas vous dire, je pourrais vous dire comment pour moi, mais ça servirait à rien. Tu sais, c'est comme un peu, puis je trouve ça génial que il n'y a pas de comment parce que c'est chacun, nous créons notre chemin, puis la façon, est adaptée pour moi, mais pas nécessairement pour l'autre. Fait que c'est ça. C'est, le chemin se dessine, se crée pas à pas. Et ça, c'est ce que j'avais à dire pour ça. Et je pense que on a le pouvoir d'aller avant la forme à partir du moment où euh, je plonge dans l'expérience humaine, l'expérience du corps, euh, tout ça, où j'embrasse ce que je suis dans la forme. Mm. Et, Oui, c'est pire que ça. Ça veut dire que souvent, cette réalisation de ce qu'il y a avant la forme, c'est vraiment un déclic. C'est un déclic et on peut rester dans cette conversation de temps en temps pendant des mois, des années, avant d'avoir cette réalisation, pouf, de toucher du bois. Ah, c'est ça qu'il veut dire. Et il parlait de rechercher une sensation pour, savoir pour trouver une sensation, ce sentiment infini qui est, pouf, quand tu as touché ça, oui, là, tu comprends. Et tu comprends, c'est extrêmement difficile de décrire quelque chose avant la forme parce que justement, le seul outil qu'on a, ce sont des mots, et les mots, c'est déjà de la forme. Et donc, c'est ça qui est difficile et c'est ça le gros challenge d'une manière générale parce que on vit dans un monde de forme, nous sommes des êtres de forme
Et par contre, c'est ce fuel des trois principes qui génère notre expérience de vie. Et il dit, regardez là-haut, là-haut, en fait, c'est ça. Vous êtes réellement, vous êtes ces trois principes qui créent cette expérience. Vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas Nicolas, vous êtes ces trois principes qui créent cette expérience de Nicolas dans chaque moment. Et donc, bien entendu, c'est très difficile d'expliquer ce que c'est parce que c'est avant la forme. Donc voilà, ça c'est un challenge. Et effectivement, plus on reste dans cette conversation, et plus on a des moments où on dit, tiens, ça j'ai compris. Boum, et ça arrive comme ça, on ne sait jamais quand. Et je pense que c'est l'expérience de tout le monde. On a des déclics. Effectivement, dans sa vidéo, il dit, ça prend 2 secondes. Ces déclics, on les a, en 2 secondes, ça y est. Et c'est ça aussi, il parle souvent en disant, You're one foot away from mental health. À une pensée, on est une pensée d'être en très bonne santé psychologique, parce qu'à partir du moment où il y a ce déclic, on a compris, boum, on laisse tomber tout le carcan de notre compréhension d'antan, où on n'avait pas ce pouvoir qu'on a quand on a une bonne compréhension des trois principes. Estelle, tu veux dire quelque chose? Ah oui, juste brièvement pour enfin, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, j'ai adoré. Et en plus, c'est vrai, du coup, juste le fait de voir ça permet aux gens de prendre leur propre responsabilité pour, envers leurs expériences. Donc, on voit qu'elles se manifestent de plusieurs façons, mais quand on sait comment se crée notre expérience du moment et ce que on peut que prendre responsabilité pour l'action qu'on va mener après. Et on la laisse aux autres aussi. Donc c'est pareil pour tout le monde, quoi. C'est vraiment universel. Chacun prend ses responsabilités. Et ok, bah, tu as décidé de... Rien que le fait de le voir, déjà, ça met une pause dans le temps. Ouais, met une pause pour... Oui, c'est vrai, un exemple tout simple, c'est une personne qui nous engueule ou qui a un truc. Ouais, c'est son expérience. Ouais. Où on se dit, lui aussi, il est en train de créer son expérience dans le moment, il est dans son film, ou quand on travaille avec quelqu'un, on voit tout à fait qu'ils sont en train de se créer leur réalité. Moi, quand j'étais à Bâle, je prenais le tram, je regardais autour de moi, et tous les gens qui étaient sur leur iPhone ou sur leur téléphone, euh, je voyais tous ces gens qui créaient leur réalité, je voyais vraiment, ils ont tous une réalité différente. On ne vit pas dans la même réalité. Ce qui est vrai pour moi ne l'est pas pour une autre personne. Et ça permet de prendre pas mal de distance vis-à-vis des choses qui se créent. Je me dis souvent, qu'est-ce qui doit être vrai chez cette personne pour qu'elle réagisse comme ça? C'est pas, ma première réaction, c'est pas, il m'agresse. Euh, donc il y a cette distance et cette compréhension du fait qu'on crée tous notre expérience. Hmm. Merci Hervé. Oui, et quelqu'un tantôt disait quand je me cogne avec un marteau, que c'est comme la douleur pour faut pas recommencer. Mais je crois la, euh, que mes pensées, comme tu disais, vont créer l'expérience qu'on fait de la réalité et que en fait, ce qui déclenche des émotions, des réactions, puis tout ça, que, en fait, que chaque fois que j'ai une émotion forte, un conflit, un malaise physique, quoi, c'est toujours pour pointer vers qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que j'ai à découvrir là. Fait que c'est ça le jeu de l'ego, si on peut dire, c'est de croire que c'est à cause de ce qu'il y a à l'extérieur, c'est au lieu de travailler sur moi là où j'ai du pouvoir.
Exactement. Et de voir que je ressens mes pensées, mais que je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mon histoire, que je suis. Voilà, c'est un aspect d'une d'une réalité, mais c'est un petit aspect. Enfin, c'est un aspect, mais il y en a plein d'autres. Il n'y a pas d'émotion sans pensée. Ouais. Et une émotion, c'est là que ça se passe. C'est pas là-bas, c'est là. Tu peux avoir une pensée vis-à-vis de quelque chose d'externe, mais c'est là que ça se passe. Et encore hier, que Mm. je me suis fait prendre à... J'étais en colère à cause de ce que je jugeais sur moi, puis de ce que je pensais de ma copine. Fait que c'est un apprivoisement, un apprentissage. Parce Alors, qu'on ne d'abord, peut voir que ce qu'on pense, en fait. On ne peut voir, il y a un miroir. Tout ce qui rentre dans notre expérience, on le génère avec ce qu'on sait, avec notre expérience, avec nos croyances, etc. Mais ce n'est pas la même expérience pour l'autre personne, jamais. Et donc, ce qu'on projette, c'est ce qu'on connaît soi, mais c'est jamais la réalité. C'est notre réalité personnelle. Difficile de se rappeler c'est quoi la réalité que je suis. Tu sais. Mm. Comme Hervé l'expliquait, de passer de la vision tunnel à l'espace de conscience. Ce qui m'amène à... On peut se demander qu'on a tous la même conscience, mais que la souffrance vient du fait que je crois les pensées, puis je crois que la, la conscience est à moi, elle m'appartient. Fait qu'on peut se demander, mais non, c'est à qui la conscience? On a tous la même Ouais. conscience, en tout cas. on la partage. On Ouais. partage ce même champ de conscience. C'est un petit peu comme un spotlight. Si tu prends une torche électrique et whoop, tu le montres, tu, tu projettes quelque chose, il apparaît sur un champ de conscience qui est infini. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont intéressé dans cette vidéo de Sid dont vous voulez parler? Je voulais juste peut-être revenir sur ce qu'a dit Nicolas, qui me ramène au côté éminemment pratique des trois principes. C'est-à-dire que dans un cas de conflit, en général, et moi je l'ai fait pendant des années, quand il y a un conflit dans un couple ou avec des enfants ou avec n'importe qui, à la fin, on se dit, bon, maintenant, il faut prendre les choses en main, il faut aller voir de quoi il s'agit, il faut tout mettre sur la table. Et en fait, quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des pensées. Et donc, on s'isole de l'autre personne où chacun s'enveloppe de son nuage de pensée et il y a une déconnexion qui devient de plus en plus flagrante. Et avec la compréhension des trois principes, quand il y a des conflits, on sait que c'est qu'il y a trop de pensées, qu'on est enseveli, qu'on est abasourdi, qu'on est complètement noyé sous nos pensées de jugement contre nous, contre l'autre, contre le monde, contre n'importe qui. En tout cas, on est complètement noyé sous ces pensées. Et on a le bon sens d'attendre, de se dire, bon, s'il y a une chose qui n'est pas une bonne idée, ça serait maintenant de discuter. Et donc, chacun va de son côté, on attend que ça se calme. Et quand on retombe dans l'espace de conscience qu'on partage tous, c'est-à-dire que quand on n'est pas enfermé et pollué par nos propres pensées, on partage le même espace de conscience. Donc là, on est dans la communion, dans le bonheur partagé, dans la quiétude, dans la sérénité. Et là, c'est le moment de dire, tu sais, tout à l'heure, ben, quand ça s'est passé, en fait, ça m'a un peu bousculé
peut-être qu'en général, je m'aperçois que ça, je le prends pas bien, ou peut-être que on pourrait faire ça différemment. Et là, ça nous offre une porte incroyable dans les relations parce qu'on ne discute pas des conflits au moment où on ne peut pas les résoudre parce qu'on est chacun noyé sur nos pensées. Donc, quand on suffoque, on n'a pas l'accès à nos ressources, on n'a pas la présence d'esprit pour faire quoi que ce soit. Mais du coup, on ne fait pas non plus la politique de l'autruche en disant, bon, ça va passer. On fait comme si de rien n'était passé, en espérant que ça ne se passe plus. Mais on ose, parce qu'on a cette force et cette conscience partagée, quand tout va bien, justement revenir en disant, ça serait cool qu'on parle de ça. Et du coup, c'est un outil, même si je déteste ce mot, mais c'est ce qui me vient maintenant, c'est un outil éminemment pratique parce que ça nous recale sur la mécanique de la vie, la vraie. Donc, il n'y a plus rien qui en force. Tout a de l'huile dans les rouages. Et c'est ça que je trouve magique dans les trois principes à tester parce que c'est toujours, c'est la panacée. Ouais. Et on revient vers la fluidité, la flexibilité et le raisonnement et la résolution de problèmes se fait à partir de là, dans un contexte où on réintègre, on écoute chacun. Donc, c'est pas comme si on laissait tout tomber, on disait non, il n'y a plus rien. Non, c'est c'est- c'est- c'est d'avancer ou de faire à partir de cet état d'ouverture d'esprit, de tranquillité, d'apaisement, d'amour. de- Ouais. Souvent, on oublie qu'il y a un problème. Déjà, un problème avec Oui, un c'est même plus un problème. C'est même plus un problème. que Michael Et on Neil, trouve des a- solutions. il C'est- a, il a lu Relationship Handbook ouais, de John de Pronsky. ouais. Et il s'est rendu compte, il était en grand conflit avec sa femme. Il s'est rendu compte 3 semaines après qu'il ne se souvenait plus pourquoi il était en conflit. Oui, Mais c'est ça. Ouais, il n'y a plus de conflit. c'est un petit peu ça aussi, la tête vide. Ça veut dire que quand vraiment on laisse partir toutes nos constructions mentales, on donne pas d'énergie à notre intellect et qu'on laisse juste notre sagesse naturelle s'exprimer, et puis on est là au moment présent, en observation, une position d'amour, euh, la vie est complètement différente. Mm. Et les conflits, souvent, disparaissent d'eux-mêmes avant même d'être recréés, parce qu'on les recrée. C'est ça Mm. aussi, chaque matin quand on se réveille, on va recréer nos pensées d'ego. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai à faire? Quels sont mes problèmes actuellement? Et hop, on relance l'intellect là-dessus. Mm. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a plus de dualité. On est dans la non-dualité. Je ne sais pas si on est dans la non-dualité, mais on a une expérience de vie qui est complètement différente. Ouais. It flows. Ça, c'est fluide. Il n'y a pas de rigidité. La résistance, c'est un appel. C'est un appel. Dès que quelque chose résiste en nous, un appel à dire, à laisser aller. Si ça résiste, il y a une opposition, quelque chose qui tire. Mm. Ou on est en résistance, ou on est complètement ouvert. S'il y a quelque chose qui résiste, c'est toujours une bonne idée de le laisser partir. Mm. On peut y penser, on peut se dire, tiens, ça résiste, c'est intéressant, laisse l'intellect commencer à travailler sur ce truc de résistance. On peut le laisser partir, on dire, bah, voilà, il n'y a plus de résistance. C'est fluide, je suis dans le flow. Oui, de le voir pour ce que c'est, quoi. Une grande illusion, comme dirait Sydney Bank. Il y a souvent de la tension et c'est souvent basé sur nos valeurs, notre concept d'ego, etc. Ça va pas. Donc on résiste. Le laisser aller est une bonne méthode. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, hein. C'est pas parce qu'on fait des trois principes qu'on devient des bénis oui-oui, hein.
On a toujours des choses inacceptables qu'on ne va pas accepter. Mais On sait que ça fonctionne pareil pour tous. Donc, il y a plus de... On ne le prend pas personnellement, on est plus relax dans l'expérience. Plus relax. Et on permet justement cette fluidité, ce flow de se faire, sans se figer sur ce qui ne va pas. Mm. Je voulais revenir sur qu'est-ce qu'il disait il disait, vous pouvez faire une pratique pendant 10 ans, dire au bout de 10 ans, vous allez être réalisé. Mais le bonheur, c'est maintenant. La joie, l'éveil, c'est maintenant. C'est tout le temps accroché à la pensée que pour être réalisé, heureux, ça, il faut que j'aille ça ou que j'aille pas ça. Mm. C'est juste une pensée, c'est ce qu'on appelle le deferred un happiness. cercle vicieux. Je serai heureux quand. Quoi? Le deferred happiness en anglais. Je serai heureux quand. Je serai heureux quand j'aurai ça, 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 ça. Et ce que tu fais, c'est que tu remets dans le futur ton bonheur. Et conditionnel, en plus, conditionnel à un certain nombre de choses. Donc, tu ne te permets pas d'être heureux dans le moment présent. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça, deferred happiness, qui disent, je serai heureux quand j'aurai trouvé la personne idéale, que j'aurai pu ceci, que j'aurai tel job, mes enfants seront grands. Et voilà, Parce que c'est le bonheur, c'est toujours dans le moment présent. Demain n'existe pas, hier n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut être heureux. Pardon, je t'ai coupé, Nicolas. moi, j'allais dire, je pense que c'est fondé sur la peur de euh, si je suis pas en train de courir, de chercher, je sais pas qui je suis. C'est comme je veux protéger mon identité en restant dans la recherche à l'extérieur. Ça, c'est aussi un des bénéfices de la compréhension des trois principes, c'est que souvent, les peurs partent d'elles-mêmes, dont la peur de l'inconnu, qui est une des plus grosses peurs. On a un webinaire là-dessus. Si on sait que ces trois simples principes sont là pour nous vivre et pour nous vivre bien, guidés par notre sagesse naturelle, le futur sera une extension de ça et il nous aide. C'est une énergie intelligente qui sait comment nous réparer, nous fixer, nous aider. Quand on se coupe, ça nous soigne tout seul. Ça fait ça depuis des millions d'années et ça le fait très bien. C'est quand on pense qu'on est pilote de notre vie et de notre expérience, que c'est nous qui sommes le maître à bord et qu'on va tout régler. Alors là, d'un seul coup, on pense qu'on est le capitaine du navire, on pense qu'on a tout à régler. Mais notre job est beaucoup plus simple que ça, en fait, dans la réalité. Notre job, c'est juste d'être là et d'être dans la vie, Mm. d'avoir l'expérience qu'on a et de pas saboter cette expérience sans arrêt avec notre intellect, de polluer notre expérience. Il y a beaucoup de gens qui se disent on va s'arrêter de penser si, si on laisse tomber toute cette partie intellectuelle, on va s'arrêter de penser. Non, on continue. On continue, mais c'est le mazout derrière, le fuel derrière, c'est notre sagesse naturelle. Et quand on la laisse exprimer, elle fait des merveilles. Elle a fait la théorie de la relativité généralisée et il y a des miracles partout sur cette planète qui, qui le prouvent, pas seulement scientifiques. C'est de la pure expression de notre sagesse naturelle. On continue à être complètement présent. Une des expériences que j'ai fait quand j'ai commencé les trois principes, c'est d'arrêter de me préparer. Bon, j'avais un job assez intense pour une grande institution, des gros meetings avec
avec pas mal de monde, ben, j'arrivais les mains dans les poches à ces meetings. J'ai arrêté complètement de me préparer. Et j'étais bien meilleur, beaucoup plus en contact avec l'autre, parce que j'essayais pas de me rappeler de tous les scénarios que j'avais fait avant, de préparation, au lieu d'essayer de me rappeler tout ça. Je n'ai pas une très bonne mémoire en plus. J'étais dans le moment présent, complètement présent dans cette salle. Et mon intelligence naturelle, elle s'exprimait tout à fait naturellement. En fait, j'étais bien meilleur. Non seulement j'étais bien meilleur, en plus j'étais beaucoup plus en contact avec l'autre. Je pense qu'aussi, ça développe notre capacité d'écoute. Quand on n'a rien à dire, on n'a rien à dire, on écoute l'autre. Ça, c'est aussi cette qualité de connexion à l'autre qui, qui augmente de façon exponentielle avec cette compréhension des trois principes. Et dans le fait qu'on laisse tomber le jugement aussi, qu'on travaille l'écoute, il y a cette capacité aussi à voir quand l'autre se fait un film d'horreur, que c'est juste un film. Donc on n'est plus happé par le film qu'ils sont en train de faire. On est beaucoup plus à même de leur montrer qu'ils sont en train de créer ça et de les aider. Et on est beaucoup moins affecté par leur film, surtout si c'est des personnes qui sont proches de nous. On voit ça pour ce que c'est de la pensée créée dans le moment présent. Ils utilisent la pensée contre eux-mêmes au lieu de l'utiliser de manière créatrice. Mm. Innocemment, innocemment. Elle a l'air perplexe, Nicolas. Il y a beaucoup plus de compassion pour l'autre aussi, je trouve. Beaucoup plus. Parce quand on voit comment ça fonctionne et que on se crée sa propre réalité, et c'est pareil pour tout le monde, du coup, on rentre plus facilement en relation et puis on se pose des questions. Mais pourquoi tu ressens ça? Voilà, dis-moi en plus. On est plus dans la curiosité et l'ouverture parce que on ne peut pas comprendre ce que l'autre vit ou traverse. Ça, c'est notre expérience à nous, mais c'est pas l'expérience de tous. Et, euh, et quand on voit ça, on peut que avoir plus de, voilà, de compassion, d'envie de comprendre, d'ouverture. Ça change tout. Ça change toute la relation et ça, c'est vraiment, il y a tellement d'amour. Je sais pas, tout se libère. C'est, c'est magnifique. C'est un sentiment d'amour qui nous quitte plus, qui ne fait que grandir, en fait. C'est un sentiment d'émerveillement avec tout ce qui nous entoure, d'unité. Très bien, je vois qu'il est 7h33. Je pense qu'on va arrêter là sur ces jolis mots. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, dans 2 semaines, on a un nouveau webinaire qui est déjà annoncé, je crois, sur Facebook ou sur notre Linktree. Je vous remercie beaucoup, Nicolas. C'était bien de te voir. Ouais, Ouais, c'était chouette. Isabelle, Estelle, c'est merci. chouette. Merci Hervé, merci à Mm. tous. C'était très chouette. Merci à Merci, tous. c'était super chouette. Mm. À Bonne soirée. à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.